On est un peu sur les rotules, mais on prend beaucoup de plaisir à voir le démarrage des jardins, qu'on reconnaît comme une très belle récompense de ce qu'on a imaginé il y a maintenant 4 ans. Nouveau récit. J'aime les gens et en particulier les enfants, ça me permettait de réaliser quelque chose pour eux. C'est très atypique d'avoir un chef d'entreprise qui dit voilà ce que je vais faire avec une rentabilité qui n'est pas du tout assurée sur un modèle économique qui n'existe pas et confronté à des contraintes administratives complètement hallucinantes. C'est un lieu de vie en territoire rural qui s'est donné un certain nombre d'objectifs comme la défense du monde agricole, la préservation de l'eau, la préservation de l'énergie, la pédagogie auprès des enfants, auprès des adultes, le mixage des populations aussi. La ferme du passé, elle va rester la ferme du passé parce qu'elle n'est pas viable. Aujourd'hui, la part qui est liée à l'alimentation, elle s'est considérablement réduite. Je crois de moins en moins au modèle unique. Je crois à l'inverse de plus en plus à la richesse des modèles, à la capacité aux entrepreneurs de territoire, qu'ils soient agricoles, agroalimentaires ou autres, à imaginer des choses différentes qui vont collectivement contribuer à la plus-value sur le territoire. Nouveau récit. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Parole publique. En extérieur avec les oiseaux qui chantent. On en voit de plus en plus. On voit que quand on s'en occupe, la nature elle nous récompense. J'ai revu des papillons ce matin. C'est top. Ah, tu vis en pleine nature. C'est super. Bon, allez. C'est parti ? Oui. Bonjour Didier. Ouais, bonjour Fouad. Ça va ? Ouais. Merci de m'accueillir au Jardin de l'Éveil. Pas trop fatigué ? Je sais pas comment je dois te le dire. On est un peu sur les rotules, mais on prend beaucoup de plaisir à voir le démarrage des jardins, qu'on reconnaît comme une très belle récompense de ce qu'on a imaginé il y a maintenant 4 ans, voire même davantage. En tout cas, le chantier, lui, a démarré il y a 4 ans. Ouais, c'est un chantier phénoménal que tu as fait là. Pour recontextualiser un petit peu, donc tu es Didier Nicolas, tu es un entrepreneur, tu as dirigé Celtic Emploi, tu as revendu Celtic Emploi, tu t'es dit, j'ai pas envie d'aller à Saint-Barthélemy pour prendre des vacances et pour prendre une retraite dorée. Ah non, je me serais ennuyé rapidement. Ah oui, là tu as pris la tangente opposée. C'est ça, j'imaginais pas que ça me donnerait autant de boulot. Ouais. Bah oui, parce que tu me racontais avant qu'on enregistre que c'est 6 heures. Excuse-moi, c'est 6 jours sur 7. Aujourd'hui, avec l'ouverture, c'est 7 jours sur 7. Ouais, depuis là, plusieurs mois, là, on y est 7 jours sur 7. Voilà, mais bon, il faut le faire. Alors, c'est 7 jours sur 7 parce qu'on apprend à faire les choses. Ça demande, en fait, un aspect de découverte pour nous. Et comme on veut bien faire les choses, on a compris qu'il fallait y passer le temps nécessaire. Le temps qu'on comprenne mieux les choses, qu'on s'organise aussi, probablement pour être plus efficace. D'accord. Alors, avant de parler des Jardins de l'Éveil, là, l'épisode est dédié à ce projet incroyable que tu as créé, les Jardins de l'Éveil. Donc, c'est un parc naturel éducatif qui a une mission qui est celle de sensibiliser aux vivants, en particulier les enfants, de réconcilier le monde paysan aux consommateurs, de ralentir, et tu vas nous expliquer tout cela. Et c'est vrai que c'était tout à fait logique et naturel, parce que Nouveau Récit, c'est un podcast qui est vraiment dédié à la manière dont des personnalités, des chefs d'entreprise ont décidé de mener des projets économiques en essayant d'avoir l'impact le plus positif possible, et se dire qu'il est tout à fait possible d'avoir un impact positif quand on est une entreprise. Et avant les Jardins de l'Éveil, tu vas nous présenter un petit peu ton parcours. C'est vrai que toi, tu étais déjà engagé dans ces milieux-là, alors plutôt dans les ressources humaines, plutôt dans le capital humain. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Est-ce que tu peux nous faire le parcours d'avant les Jardins de l'Éveil ? Et puis ensuite, on parlera un peu plus de ce projet. Oui, on peut démarrer par ça. En fait, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le monde agricole, en lien avec la production. Donc, j'y suis évidemment très attaché.
J'ai eu la chance de démarrer une activité économique qui a bien fonctionné. C'est un métier que j'ai exercé pendant à peu près 17 ans, et voilà, que j'ai cédé au début 2020. Et le montant de la cession m'a permis, au moins en grande partie, de réaliser le projet que je fais aujourd'hui, qui pour moi est un peu le fait de boucler la boucle entre de la défense du monde agricole, même si il y a eu des erreurs de fait à un moment donné, elles sont anciennes, mais elles sont restées très ancrées dans les mentalités. Ça ne me paraît pas juste. Il faut vraiment défendre le monde paysan pour que demain, on puisse toujours nous nourrir avec une offre extrêmement large comme aujourd'hui. Les ressources humaines, oui, parce que c'était un métier là de dirigeant. Ouais, qu'est-ce que tu faisais exactement? C'était quoi cette activité? Intérim, c'était Celtic Emploi? Ouais, intérim, accompagnement RH, formation. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça avec mon équipe. J'ai eu l'opportunité à un moment donné de céder. Ça s'est fait de manière assez inattendue d'ailleurs, parce que j'étais pas nécessairement en recherche d'un repreneur, mais bon voilà, ça s'est fait. Je suis très bien entendu avec Loïc, dont c'est le métier par ailleurs, voilà, qui est un Rennais, qui a sans doute la provenance géographique a sans doute facilité les choses. Tu avais un ancrage breton. Ouais, je m'étais toujours dit que si un jour je cédais, je privilégierais la solution régionale. Donc ça s'est fait, et ça a été l'occasion pour moi de réaliser ce que j'avais en tête depuis très longtemps, de faire quelque chose pour les enfants. Donc après, m'être entre guillemets occupé de gens qui recherchaient à la fois de l'emploi et d'entreprises qui recherchaient des collaborateurs. J'aime les gens, et en particulier les enfants. Ça me permettait de réaliser quelque chose pour eux, en faisant le constat suivant. Alors ça, c'est simpliste, mais parfois les choses simples sont les plus compréhensibles. Je dis souvent qu'ils sont atteints de 2 maladies graves. Ce que j'appelle le bip-bip, c'est l'ultra-connexion. Et le burger, je citerai pas de marque ici, mais qu'en gros, une alimentation ultra transformée, riche en sucre, en sel et autres, et ça n'est pas une garantie de très bonne santé pour la génération qui arrive. Comment tu as fait ce constat là? Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème de société. Toi, comment tu as été confronté à ça Alors, je n'ai pas été confronté directement, mais j'ai beaucoup lu, vu les dégâts de l'ultra-connexion d'abord, et les méfaits de l'obésité, notamment pour des enfants qui sont très jeunes, qui malheureusement, pour ceux qui sont touchés aujourd'hui, risquent de les poursuivre un long moment. Et ces réflexions-là sont à l'origine des jardins. La création des jardins, avec au préalable l'envie de créer une ferme pédagogique pour recevoir les classes d'enfants, et qui au fur et à mesure du temps s'est élargie avec la création aujourd'hui d'un parc nature pédagogique à destination d'un peu tous les publics. D'abord les classes d'enfants, parce que c'est l'essence même du projet, mais aussi les familles du territoire, les anciens, un public à handicap, et également d'accompagner probablement l'offre touristique sur le territoire pour donner envie aux gens qui sont ici en vacances de passer un peu plus de temps sur le territoire avec une offre un peu plus large. En fait, cette idée-là, celle que tu formalises, elle n'était pas comme ça au début. Au début, et même peut-être avant que tu vendes ta boîte, tu avais déjà une idée qui te trottait dans la tête. Et ah oui. Elle ressemblait peut-être pas à ça, je sais pas. C'était quoi l'idée primaire? De donner confiance ça me permettait en fait d'allier pour moi l'amour que j'ai des gens, et en particulier des enfants, à celui que je porte aux chevaux. Et m'étais toujours dit, t'es cavalier, non? Ouais, bon, petit cavalier, mais j'ai plus tellement l'occasion de monter à cheval depuis que j'ai démarré ce projet. Bon, je suis content, j'ai quand même le plaisir de m'occuper des chevaux à l'occasion, mais nettement moins que ce que j'avais imaginé. Mais les chevaux, sont des animaux extraordinaires, voilà, et pour donner notamment confiance aux enfants, c'est juste fabuleux. Ouais, c'est tous les sujets liés à la thérapie
grâce aux animaux, thérapie des enfants, confiance mais en soi. le terme thérapie est parfois un peu galvaudé. Quand je me disais, c'est le bonheur que ça va d'abord donner aux enfants d'être en contact avec les poneys et les chevaux. C'est de leur donner, c'est vraiment de leur donner du plaisir à découvrir ces animaux-là, qui sont des animaux formidables, exceptionnels, et qu'ils allaient découvrir tout ça ici. Et en fait, de manière un peu conjointe à ce que je disais par ailleurs, l'ultra-connexion, une alimentation avec des produits ultra-transformés et autres, on pouvait faire quelque chose de plus complet. Avec le potager, le bien manger. Alors aujourd'hui, on le caricature un peu, mais c'est les 5 fruits et légumes par jour. Ça peut être mieux que ça. Hein. Et de leur donner envie de s'alimenter autrement, de leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, 80% de la population est d'origine est urbaine. Et le lien à la terre, qui pour moi est l'essentiel, est en train de se distendre de manière très importante pour certaines générations. Pour certaines familles, on est en 3e génération, en dehors du monde rural, quoi. C'est-à-dire une méconnaissance extrêmement importante de tout cet environnement-là, et qu'il est important de recréer, quoi. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu des chefs d'entreprise de l'agroalimentaire qui s'interrogent, et qui m'ont interrogé d'ailleurs en me disant « Mais comment tu vas faire comprendre aux enfants qu'entre le litre de lait UHT de la grande distribution, quel est le lien avec la vache qu'on traite 2 fois par jour ?» Et là, effectivement, j'ai pu comprendre depuis, on a reçu les premières classes, qu'il y avait quand même un tout petit peu de chemin à faire. Et ça, c'est finalement tout l'intérêt. Parce que les enfants ne savent pas d'où sort le lait, en fait. C'est ça, il n'y a pas de connaissance du monde rural, de la manière dont on produit les aliments. Ça vaut malheureusement, là on parle de l'exemple du lait, mais ça vaut malheureusement pour beaucoup de sujets. Et c'est tout l'intérêt de la création des jardins, dont l'objectif est de raccorder le monde citadin avec le monde rural. Et tu crois que la crise sanitaire, ça a un peu réconcilié les urbains avec qui avaient besoin d'espaces verts, qui ont été confinés pendant longtemps et ils se sont dit il faut qu'on aille un peu plus en campagne, qu'on découvre plus la nature. Je peux imaginer que les événements qu'on a vécus depuis le démarrage des travaux nous ont vraiment confortés. J'ai eu le sentiment à un moment donné que ce qu'on était en train de faire était une évidence. Entre la Covid, l'Ukraine, avec tout ce que ça peut représenter pour nous, les sécheresses de l'année dernière, la flambée du prix de l'énergie, que tout ce qu'on était en train de faire, finalement, trouvait encore plus de sens. Et c'est là qu'on est passé finalement de la ferme pédagogique, telle que chacun peut l'imaginer, avec probablement tout un tas de nuances, mais à la dimension de parc nature, prend encore plus de relief. Ici, on produit d'abord une partie de notre énergie. On a un double réseau d'eau, un sur le forage et un sur le réseau que chacun connaît. Dans une logique d'économie de l'eau du réseau, d'économie de l'électricité. Tout le site a été conçu avec cet objectif-là. Et c'est pour ça que je dis que tout ce qui s'est passé nous donne raison d'avoir imaginé les jardins de cette façon-là, pas simplement de manière un peu plus étroite en termes de ferme pédagogique, mais d'être vraiment dans une logique de parc nature, d'encourager les gens à se reconnecter à l'essentiel, à prendre du temps pour eux, à avoir de l'activité physique par la marche, à mixer les populations aussi. Donc on reçoit des classes d'enfants, mais hier on avait un groupe extrêmement important d'assistantes maternelles avec les tout petits. Alors j'étais très heureux hier soir quand j'ai regardé ma messagerie d'avoir un chouette de message d'encouragement de la part des gens qui sont venus là avec les enfants. Ils étaient 115 ou 120 et les enfants comme les accompagnants ont passé une super journée. Donc pour nous, ça c'est vraiment un super encouragement de dire que finalement sur un projet qui pouvait paraître un peu farfelu ou voilà, super atypique, ça trouve que c'est en train de trouver sa place
même si c'est très atypique d'avoir probablement un chef d'entreprise qui dit voilà ce que je vais faire avec une rentabilité qui n'est pas du tout assurée sur un modèle économique qui n'existe pas et confronté de surcroît à des contraintes administratives complètement hallucinantes. Ouais. Oui, parce que on rappelle bien que c'est un projet économique que tu portes seul, que tu as investi seul, donc il y a probablement un montage financier avec des soutiens bancaires, mais quasi pas d'autres soutiens institutionnels, de collectivités. On a eu une aide de la région et on a créé un fonds de dotation avec une association. L'idée étant que l'association, via l'accompagnement du fonds de dotation, prenne en charge une partie des coûts fixes liés au fonctionnement de l'aspect pédagogie, mais la pédagogie des classes d'enfants. Et qu'on ait une tarification abordable pour ces classes, pour les encourager à venir, avec des ateliers qui de surcroît sont formidables. Là, on a eu les premières classes, donc on apprend à faire en fonction des niveaux, mais les retours qu'on a eus par les enseignants sont vraiment très encourageants. Et ce qui est important de souligner, tu sais, pour reprendre un petit peu cette idée, c'est que tous les projets ont un coût. Alors, on dit souvent, c'est un coût, ça n'a pas de prix, mais c'est un coût, il faut supporter ce coût économique. Surtout quand on a un opérateur privé, un entrepreneur. Si on a envie que ça continue, il faut avoir des revenus. Donc le fonds de dotation, une petite partie de subvention, mais un modèle économique à trouver. Oui. C'est peut-être aussi ce qui a façonné d'abord, il nous a fallu pas mal de temps pour l'imaginer. Et l'imaginer avec une certaine viabilité. Parce que si c'est de faire un coup pour 2 ou 3 ans et que ça s'effondre, on passe quand même à côté de l'objectif qu'on s'est fixé. Alors moi, je suis bénévole depuis 4 ans. C'est mon... Tu injectes financièrement pour porter le projet et tu ne te payes pas. C'est ça, c'est exactement ça. Mais l'objectif, pour moi, vaut vraiment cet effort-là, quoi. Je suis vraiment très heureux de le faire. Et là, mon sentiment, en plus, c'est avec les premiers groupes d'enfants, c'était de récompenser. Alors, pour être sincère, les 2-3 premières classes, on était vraiment dans l'apprentissage et omnubilé plutôt par le fait d'une prestation très réussie que par le fait de prendre du plaisir quand les enfants étaient là. Ça s'est corrigé depuis. Avec un peu plus d'expérience, on peut prendre un peu de distance par rapport aux choses et se donner aussi le plaisir de savourer ce qui se passe. Voilà. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est concrètement ce qui se passe. Notamment avec le petit garçon, là, qui met trop de temps à sortir du parc, qui a envie de manger des fraises, qui a envie de rester, s'amuser, prendre le temps, observer les animaux. Et c'est vrai que les jardins de l'éveil, c'est ça. C'est d'abord un parc nature pour les enfants. Ouais. Et la réception des classes, Donc jusqu'à présent, on s'est focalisé sur le primaire. On va s'attacher là cet été à travailler sur des cycles pédagogiques qui intègrent la dimension du collège, donc de la 6e à la 3e, en lien avec les objectifs pédagogiques de ces différents niveaux. Alors c'est quoi justement les objectifs pédagogiques ? Qu'est-ce que les enfants viennent apprendre ici ? Alors pour les tout petits, ils ont participé aux travaux dans le potager. Donc les plantations et autres, les maternelles, en fait, on leur apporte quelque chose qui peut paraître basique, mais ils ont appris à planter, voilà. Donc ils ont passé du temps à ça, découvert la ruche, les soins aux animaux, alors de manière très ludique. Il y a moins d'apport de connaissances. Et plus on augmente dans les classes d'âge, plus l'apport et la participation du groupe est importante. J'ai été très surpris, agréablement d'ailleurs, de découvrir que pour une bonne partie des élèves de mémoire de CM1, la morphologie de l'abeille était déjà connue, l'abdomen, le thorax,
que c'était déjà intégré. Ça m'a fait très plaisir. Donc les gamins sont venus là pour ça, la découverte des animaux du territoire, parce qu'ici en fait on a pour la plupart des espèces, c'est les espèces endémiques du territoire qu'il faut absolument protéger, en tout cas pour les espèces animales. C'est vrai aussi pour le végétal d'ailleurs. Et la découverte des régimes alimentaires de ces espèces-là, comment on s'assure de leur bien-être, et on va profiter de surcroît des différents soins aux animaux. Quand on aura des classes le jour J, hein, par exemple, la semaine prochaine, on a le parage de l'attrait breton. Donc ici, les chevaux ne sont pas ferrés, hein, ils sont en extérieur toute la journée. Les enfants vont animer à ça. Pourquoi on part un sabot, comment on entretient un cheval et autres. Et je peux imaginer déjà avec ça qu'un certain nombre vont avoir des yeux, le regard un peu émerveillé de découvrir tout ça. On aura aussi la tonte des moutons très prochainement. On va profiter que les classes soient là pour réaliser tous les travaux de soins des animaux, que ce soit la vermifugation, parfois les vaccins, voilà. Et les enfants vont découvrir tout ça. Donc ça, c'est pas nécessairement dans les programmes pédagogiques de la journée, mais on va profiter aussi de notre actualité du moment pour enrichir en plus le contenu auprès des enfants. Ouais. Et puis pour faire du lien davantage avec la connexion entre l'homme et la nature, et puis l'alimentation aussi, qui est à jonction entre la manière dont les hommes s'alimentent. Tu parlais de ça tout à l'heure, c'est la malbouffe, le mieux manger, l'agriculture. Il y a différents modèles agricoles. Ouais. Enfin, le distinguo, dire que probablement tout ça se complète, et d'y voir un peu plus clair. L'idée que nous on s'en fait, c'est que le monde paysan, moi quand je dis paysan, c'est beaucoup de noblesse. Hein. Le monde paysan a été pas mal maltraité, et c'est l'histoire d'une certaine façon qui veut ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont un avis très différent sur le sujet. Je m'en accommode parfaitement, mais il faut reconnaître qu'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, on a eu énormément, c'était déjà engagé bien avant d'ailleurs, énormément de transferts de population du monde rural vers la ville pour des raisons qui étaient des raisons d'abord de capacité financière. Le monde rural, c'était quand même, entre guillemets, avant 1900 et jusque la Seconde Guerre mondiale, un peu la misère, avec des familles qui étaient extrêmement nombreuses. La terre ne parvenait pas nécessairement à nourrir et à faire vivre les gens comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Et donc, on a eu un transfert de population extrêmement important. Et ça vaut ça en particulier pour la Bretagne. Et la Bretagne était une région très pauvre à l'époque. Il faut resituer ce contexte-là. Et après-guerre, on a donc demandé, c'est une directive gouvernementale, aux paysans de produire. Et la Bretagne est progressivement sortie de la misère avec la création d'un certain nombre de structures qui étaient les groupes coopératifs, les banques, voilà, toutes les sociétés mutualistes, les structures mutualistes qu'on connaît sur le territoire. Et la Bretagne a immensément progressé par rapport à ça, a construit des outils agroalimentaires aujourd'hui qui font vivre malgré tout beaucoup de familles, qui contribuent à ce que les gens aient accès à une alimentation de qualité, à une tarification abordable. Ouais. Ils vivaient mieux, ils mangeaient mieux. Exactement. Et en fait, je m'inquiète énormément de ce qui va se passer. Et ça fait partie des thèmes sur lesquels on communique régulièrement ici. C'est alors pas nécessairement avec évidemment les maternelles ou les cours préparatoires ou autres, plutôt pour le grand public. Dans les 10 ans qui viennent, alors suivant les statistiques, entre 40 et 50% des agriculteurs du territoire vont partir en retraite. S'ils ne sont pas remplacés, on va vers ce que la majorité des gens ne souhaitent pas, des exploitations beaucoup plus grandes, un danger éventuellement de ferme-usine. Et moi, je suis convaincu qu'on peut conserver sur le territoire le modèle familial agricole. Et sans opposer les différents modèles, que ce soit du conventionnel, du bio, les différents labels existants et autres, et ils ont tous finalement leur raison d'exister. L'enjeu majeur, c'est vraiment le renouvellement des générations pour nous permettre d'accéder durablement à une alimentation de qualité, avec une industrie agroalimentaire qui fait vivre beaucoup de familles sur le territoire et qu'il convient aussi de préserver. Et c'est un enjeu extraordinaire parce que d'imaginer le contraire me paraît, moi, une gabegie. À chaque fois qu'on produit moins chez nous,
on importe davantage de l'étranger. L'exemple que je peux donner, qui est un exemple que je cite régulièrement aux gens qui viennent visiter le parc, c'est la volaille. Aujourd'hui, en France, on consomme à peu près 50% de poulet importé. Alors c'est pas le consommateur lambda en grande distribution qui consomme du poulet importé, c'est beaucoup la restauration hors foyer, mais 50% du poulet qu'on consomme vient de l'étranger. Et ça me gêne dans un objectif d'abord de survie des territoires chez nous, mais aussi naturellement, je m'interroge sur l'enjeu en termes de bilan carbone, de faire produire à l'extérieur et de convoyer toute cette marchandise-là pour nourrir nos populations ici. Donc en fait, on ne mange pas le poulet qu'on produit en France et on mange celui qui est produit ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait ça, une partie. Heureusement qu'on n'en produit pas suffisamment sur notre territoire. Ah ouais. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on fait le tour des rayons aujourd'hui en grande distribution pour le consommateur lambda. Il y a une offre assez large d'ailleurs, et il faut vraiment souhaiter qu'elle demeure, de produits agricoles du territoire. Mais ça n'est qu'une partie de ce que le Français consomme. La restauration hors foyer représente une part extrêmement importante de la consommation française. Est-ce que tu crois aujourd'hui en fait qu'on peut être autosuffisant ? Est-ce que tu crois qu'il existe toujours une souveraineté alimentaire en France ? Et qu'on peut complètement fermer les frontières pour se nourrir de ce que l'on produit en France ? Je suis pas sûr que ça soit vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est le renouvellement de la génération d'agriculteurs là qui va partir en retraite. Il faut encourager les jeunes talents, leur sous réserve qu'ils soient correctement rémunérés, qu'ils vivent de leur métier, qu'ils puissent assurer le remboursement de leurs emprunts à l'installation et autres. C'est d'abord ça, pour assurer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. L'approvisionnement des usines, par ailleurs, pour la découpe, une partie de la transformation et autres. Après, c'est difficile d'inverser le cours des choses. On était capable de produire la totalité de ce qu'on consomme en France. En fait, la France est un pays exportateur en produits agricoles, mais ça vaut notamment pour le vin, le champagne, les alcools. Voilà. Pour les produits plus basiques, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et notamment la production de viande et en particulier la viande de volaille. Ouais. Et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que en gros, il y a eu un modèle économique et agricole qui perdure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est remise en cause aujourd'hui à cause de la pression environnementale et climatique, avec cet enjeu que tu rappelles bien de renouvellement des générations. Est-ce que tu crois que le renouvellement des générations va s'accompagner d'une transformation du modèle agricole ou pas ? Je ne sais pas. Ce que j'ai accepté comme idée, c'est que la ferme du passé, elle va rester la ferme du passé, parce qu'elle n'est pas viable. Par contre, la nouvelle génération, et les gens qui sont en place d'ailleurs actuellement aujourd'hui, sont dans leur très très grande majorité conscients des problèmes environnementaux et font de leur mieux pour ne pas compliquer une situation qui date des années 50, 60, 70, où on n'avait pas le niveau d'information et la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est une des raisons les plus importantes de l'incompréhension qui existe entre le monde agricole d'aujourd'hui et le grand public. Même si, globalement, le grand public est plutôt très favorable au monde paysan. Ouais. Mais il y a malgré tout cette incompréhension-là qui demeure. Elle est regrettable. Être paysan aujourd'hui, évidemment que c'est prendre en compte de manière beaucoup plus importante qu'il y a 60 ou 70 ans la problématique de l'environnement, évidemment. Et c'est heureux. Simplement, on peut parfois rester dans un constat qui date et qui est nettement moins d'actualité aujourd'hui, qui ne met pas suffisamment en avant les progrès qui ont été réalisés. Ça, c'est très vrai. Je pense notamment au sujet, on le sait tous, des algues vertes, qui sont les conséquences du taux de nitrate dans les sols et des fertilisants mis pour les cultures, notamment en fait aussi porcines. Et il y a de grands efforts qui ont été faits, il y a des résultats qui ont été obtenus. Alors, malheureusement, conjugués au réchauffement climatique, à des températures, à moins d'eau, etc. Donc, on a toujours autant d'algues vertes. Et pourtant, on accable toujours le paysan, l'agriculteur. On fait comment, justement, pour réconcilier, pour montrer
tous les efforts qui ont été faits par les agriculteurs dans ce domaine-là, par les collectivités aussi. Je prends souvent l'exemple suivant. Alors, il date, mais fut une époque, alors à vérifier quand même si les sources dont j'ai connaissance sont justes. Il y a de l'ordre de, maintenant 50 ans, à peine, plutôt 30 à 40 ans même, on considérait que la problématique environnementale était principalement due au monde agricole. Et les études de fait là-dessus, je ne suis pas certain de leur fiabilité, mais ce qu'elles tendaient à démontrer, c'est que 50% de la population de la pollution phytosanitaire était d'origine agricole. Ce qui, moi, me laisse entendre que 50% de la pollution phytosanitaire n'était pas d'origine agricole. Et ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le rapport aux surfaces. Et là, deux choses, c'est l'utilisation par le grand public d'un certain nombre de produits sans aucune notion des dosages. Et de la même façon, tout ce qui était entretien des voies ferrées, du bord des routes, etc. Tout le monde était co-responsable de ça et qu'on ne peut pas incriminer simplement une tranche de la population parce que c'est assez facile de le faire. Je m'oppose complètement à ça. Il faut reconnaître aujourd'hui les efforts qui ont été faits, mais de la même façon que Jardinier du Dimanche ou probablement la SNCF et l'entretien des routes, il y a eu des progrès de fait partout. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Même si c'est toujours des sujets un peu en litige sur l'utilisation de parfois de telle ou telle molécule. Et c'est important qu'il y ait un débat autour de ça. Maintenant, quand vous êtes paysan, quand vous utilisez des phytosanitaires, au prix que ça représente, vous n'avez surtout pas intérêt à surdoser, mais plutôt d'optimiser la pertinence de votre traitement quand vous êtes en agriculture conventionnelle. Donc les gens ont énormément réduit les doses d'application de produits. Et j'entends souvent dire, et c'est là on voit qu'il y a quand même une méconnaissance extraordinaire, c'est les gens traitent la nuit parce que comme ça on les voit pas. Au détriment des gens qui pensent ça, la réalité, c'est les conditions d'application des produits sont meilleures tout à fait en fin de journée, à la tombée de la nuit, voire plus tard, et très tôt le matin. Ça permet de réduire les doses et on améliore l'efficacité des traitements. Mais ça, c'est méconnu. C'est méconnu. Ça n'est pas pour ne pas être vu par les uns ou les autres. C'est simplement pour avoir une meilleure gestion de l'utilisation des produits. Est-ce que tu racontes là, est-ce que c'est pas justement la mission des Jardins de l'Éveil d'éduquer davantage? Ouais, ça en fait partie. Ça en fait partie. La difficulté pour nous, c'est un peu en fonction des publics, de la connaissance ou pas que les gens peuvent avoir partielle, complète du monde agricole, qu'on est un peu obligé d'étalonner un peu nos contenus. Voilà. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que tu t'attaches à apporter une attention très particulière à l'éducation des enfants, dans l'éducation aussi à travers les jeux, à travers une approche ludique, parce que la génération de demain, c'est elle qu'il faut très probablement éduquer pour que les choses aillent mieux. À plus court terme, les enfants, ce sont aussi des intermédiaires, entre guillemets, avec les parents. Parce que, en fait, c'est pas eux qui vont dans les supermarchés, c'est pas eux qui vont dans le marché pour demander aux parents, peut-être qu'ils le font, d'acheter bio ou de réfléchir davantage à leur consommation d'eau ou de demander aux parents, justement, de pas mettre de sortes de pesticides, en fait, pour éradiquer les mauvaises herbes. Donc, c'est vrai que il faut aussi toucher les parents. Donc, comment les Jardins de l'Éveil le font? Est-ce que c'est une vocation de le faire? En fait, comme on a les deux publics, à la fois les classes d'enfants où finalement, d'une certaine façon, on sème un peu des graines dans les têtes, et les familles, on a le privilège de pouvoir toucher les deux publics. Alors après, je compte beaucoup sur évidemment l'éducation des enfants, pour qu'on ait une meilleure prise en compte de tout ce qu'on a dit, d'abord auprès de leurs propres parents et les générations qui vont suivre. Et les parents, eux, ils vont souvent rétorquer, oui, mais il y a des problématiques financières. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on leur dit qu'il faut manger de la bonne viande bien locale, bien française, ça va coûter cher. Et puis, comme ça coûte cher, il faut qu'on réduise la quantité de viande qu'on va acheter. Donc,
Est-ce que quand on réduit la quantité de viande que l'on achète, c'est réduire aussi sa qualité de vie? Donc il y a aussi cette dimension très matérielle auprès des parents qui les conditionnent pas forcément à des pratiques plus respectueuses de la nature, plus connectées, Plutôt le regarder en termes de budget pour les ménages. En fait, la part qui est liée à l'alimentation dans le budget des ménages, depuis les années 50, 60 à aujourd'hui, la part qui est liée à l'alimentation, elle s'est considérablement réduite. Probablement été divisée par quelque chose comme 3, 4 depuis en gros 50 à 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut plutôt se poser la question aussi de savoir comment je conduis mon budget, qu'est-ce qui est important pour moi, ma santé, celle de ma famille et autres, qu'est-ce qui est essentiel. Tu dis bien, en fait, là, ce que tu es en train de dire, tu vas nous l'expliquer, tu considères que on consacre beaucoup moins de budget à notre alimentation au détriment d'autres choses, peut-être plus superficielles, parce que c'est vrai que là, moi, je fais le lien spontanément aux écrans, donc on va peut-être vouloir acheter un iPhone à 1 200 € et acheter une viande à 3 €. Par exemple, combien d'abonnements, combien de Netflix, ce qu'on veut, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que finalement je mets entre guillemets en danger en regardant Netflix allongé dans le canapé avec mon téléphone portable à proximité, des chips et une boisson sucrée que je ne citerai pas? Est-ce que c'est mieux que de passer du temps pour moi en plein air, de respirer, d'avoir de l'activité physique? Qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est le plus salvateur? Est-ce que tu fais des liens? Est-ce que tu as une petite connaissance des liens que tu fais sur justement la diminution de la part du budget de l'alimentation, de la bonne alimentation, des bons produits donc dans le budget des familles, probablement aussi en fait la hausse de certaines pathologies ou en tout cas la baisse de la bonne santé des familles et des enfants? Je pense par exemple à l'obésité. C'est très difficile de le faire. D'abord parce que il y a un progrès considérable de la médecine depuis déjà très longtemps, qui a plutôt tendance, à mes yeux, en tout cas, à s'accélérer. Alors d'abord, je dis ça, je ne suis pas un spécialiste dans des questions médicales, loin de là, ni des questions de santé par ailleurs, mais ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet va dans le même sens. Quand on mange bien, pas trop, qu'on boit suffisamment d'eau, qu'on a une alimentation équilibrée, complète, qu'on passe du temps en extérieur avec de l'activité physique, on réduit un certain nombre de risques de santé. Après, c'est très délicat d'imaginer, faire une comparaison avec ce qui se passait il y a ne serait-ce que 50 ans. Parce que la médecine a énormément progressé. Et donc, on courrait le risque, de mon point de vue, d'imaginer faire une corrélation entre les deux époques, sans tenir compte des progrès de la médecine. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est quand même prouvé aux États-Unis et ce qui a été probablement un petit peu en amont de la création des jardins, c'est les phénomènes d'obésité chez les enfants aux États-Unis qui deviennent de plus en plus importants, qui est tout simplement lié à une alimentation déséquilibrée, produits transformés, boissons sucrées, et un développement du cerveau qui n'est pas optimal, et qui est lié à l'ultraconnexion. Et donc, si, malgré tout, nous, on agit pour réduire un peu ce risque, les jardins, ils remplissent complètement la mission que j'ai imaginée pour eux. Parce que, en gros, là, les jardins, c'est on sort de chez soi pour aller en nature. Alors, c'est vrai qu'on pourrait aller en forêt, mais on n'en apprendrait pas davantage sur la nature. Donc, c'est pas. En fait, on peut tout faire. Ouais. Ce qui est important, c'est de marcher, d'avoir un minimum d'activité physique. Pour les gamins, on les encourage à lire, parce que ça aussi, c'est un sujet dans les thèmes qu'on porte auprès des classes quand on les a ici, c'est de passer du temps à lire. D'abord parce que c'est important pour la maîtrise du français qui malheureusement, enfin en tout cas à mes yeux, se détériore considérablement. De pratiquer une activité sportive, la marche, de prendre du temps pour boire de l'eau et pas nécessairement les boissons sucrées que je ne citerai pas ici, mais que tout le monde aura reconnu. Ouais. Et d'ailleurs, le truc qui est intéressant au Jardin de l'Éveil, c'est que toi, tu as développé
En fait, tu viens pas simplement. Il y a les scolaires qui sont accompagnés, mais les familles peuvent venir dans le parc. Oui. Tu nous en parlais un petit peu? L'idée, c'est pour les familles qui viennent visiter le site, tout est à l'affichage. C'est-à-dire que les gens peuvent découvrir les thèmes qu'on a abordés ici, les choix techniques qui ont été faits. Et on envisage pour cet été d'organiser des visites guidées qui auront pour thème d'abord la préservation des espèces endémiques du territoire, parce qu'il faut les préserver. On en a quelques-unes, c'est heureux, donc il faut les conserver. Tu peux nous les citer, là, les animaux que tu as alors on a des chefs des fossés, moutons de Belle-Île, Landes de Bretagne. On va rentrer un petit ouessantin, le mouton de Ouessant. On a une bretonne pinoire, une froment du Léon, une trait breton, et puis les espèces de poules du territoire. Donc on est heureux de les présenter parce que ça peut, on le souhaite en tout cas, contribuer à la préservation de ces espèces-là. Ouais. Et ça nous permet, dans le même temps, pour les classes d'enfants comme pour les plus grands, d'éduquer aux différents régimes alimentaires de ces espèces-là, leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Après, on a beaucoup travaillé l'eau, l'énergie, donc c'est à découvrir sur le site. Et c'est que j'imaginais les visites guidées. Donc j'ai beaucoup lu l'histoire agricole du territoire, l'histoire de l'école sur le territoire qui est excessivement riche. C'est formidable à raconter, qui fera certainement plaisir à nos anciens et qui permettra peut-être aux générations actuelles de prendre un peu de recul parfois sur les exigences, compte tenu un peu d'où on vient. Ça contribue à expliquer aussi, on a parlé moi je considère que c'est un miracle, l'agriculture et l'agroalimentaire sur le territoire, mais le miracle de l'éducation en Bretagne. Parce qu'on n'était pas très très bien considéré il y a un peu plus d'un siècle, voire même moins d'un siècle, on n'était pas très très bien considéré et pas reconnu pour la qualité des résultats scolaires des Bretons. Et la Bretagne aujourd'hui est pratiquement la première académie sur le territoire. Donc c'est dire l'engagement d'abord qu'ont eu les familles et leur préoccupation de former les enfants, mais aussi de l'environnement scolaire. Ouais. Voilà. Et ça c'est intéressant de le regarder, tant pour les nouvelles générations que pour les anciens. Certains de faire découvrir qu'à l'époque, on faisait des kilomètres pour aller à l'école en sabots, et pour d'autres, nos anciens, ils vont s'en souvenir, sans doute avec le sourire. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on fait presque classe à la maison, avec la Covid, c'était avec les visios. Bon, il a fallu s'adapter, mais là, je vais juste revenir un petit peu sur les espèces endémiques du territoire que tu as évoqué un petit peu, et je trouve ça incroyable. Si on prend les poules, tu as des poules ici. Oui. Du coup, c'est quoi, Janzé, la coucou de Rennes, qui est probablement la plus connue, qui a dû être sauvée dans les années 80. Ouais. J'ai lu récemment, je crois qu'aujourd'hui, on en vend pour la consommation. Le poulet coucou de Rennes, on en vend entre 60 et 80 000 pièces par an, donc c'est ridicule par rapport à la consommation française, évidemment. Mais heureusement, ça veut dire aussi qu'il y a aujourd'hui plusieurs éleveurs qui se préoccupent du maintien de cette race-là, qui en plus a des qualités gustatives assez exceptionnelles. Mais c'est vrai que c'était pas le cas il y a encore 40 ou 50 ans. Ces poules ont été sauvées. Et c'est ça qui est incroyable. D'extrême justesse. Ouais. Comme la noire de Janzé. Alors j'ai découvert l'autre jour que on a un partenariat avec l'abeille finistérienne, qui représente à peu près 50% des apiculteurs du département, qu'elle avait un rôle aussi elle était redoutable dans la chasse aux frelons asiatiques. Bon. Si ça pouvait contribuer à l'éradication de ce sujet sur le territoire, ce serait parfait. Et dans le même temps, qu'elle renaisse, entre guillemets, un peu de ses cendres. Et on a par ailleurs des courtes pattes, qui sont très très proches de la noire de Janzé en termes visuels. Elles sont deux races qui sont pratiquement noires toutes les deux, une à courte patte, voilà, et une à patte plus habituelle en tout cas, et qui vole elle très bien. D'où la représentation redoutable contre le frelon. Contre le frelon. Moi, avec cette histoire, ce que je trouve incroyable, c'est que il y a maintenant de nombreuses décennies, on a essayé de prendre les meilleures espèces de poules pour avoir les meilleures viandes, pour avoir les meilleures pondeuses, pour essayer d'industrialiser et de nourrir avec une population effectivement qui est s'urbaniser et puis deux progresser très fortement. Et aujourd'hui, il y a quand même un recul. On prend conscience de la richesse naturelle dont on dispose. On prend conscience qu'il faut la préserver. On va essayer de préserver ces espèces en les reconstituant et puis en se disant que ça a des
qualité gustative, alimentaire. Et est-ce que c'est pas symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons, où on fait un petit peu quand même machine arrière? Je crois pas que ce soit machine arrière. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ait probablement davantage de modèles. Et que le modèle, entre guillemets, peut-être un peu fourre-tout pour un certain nombre de sujets qu'on a eu après-guerre, a de moins en moins de raisons légitimes d'exister. Et qu'il faut accepter que c'est de la richesse de l'offre qu'on peut espérer, voire immerger quelque chose qui a une certaine faisabilité économique. Alors, je crois de moins en moins au modèle unique. Je crois à l'inverse de plus en plus à la richesse des modèles, à la capacité des entrepreneurs de territoire, qu'ils soient agricoles, agroalimentaires ou autres, à imaginer des choses différentes qui vont collectivement contribuer à la plus-value sur le territoire. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu dis, je crois. Tu dis pas les jardins de l'éveil, c'est un exemple à suivre. Tu dis ça participe à proposer un exemple, un modèle. Ça n'a pas valeur de modèle. Ça n'est pas un modèle, c'est un exemple de ce qu'il est possible de faire. Et d'abord, on n'a pas la prétention d'avoir créé un exemple. On a fait en fonction de notre territoire à nous, de la vision qu'on avait des choses. Elle est de toute façon discutable. C'est toujours discutable. Simplement, c'est un exemple possible. Voilà. Mais comme plein de sujets, en agricole, en agroalimentaire et autres. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des océans et autres. Pareil, il y a plein de choses qui peuvent se faire, être imaginées et autres. Et il faut sortir absolument d'un espèce de cadre qu'on voudrait nous imposer. Et c'est la richesse des idées, des scénarios possibles, de la créativité des gens qui va faire avancer le territoire. Ouais. Il y a quand même une difficulté d'appropriation, parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une ferme pédagogique ? Est-ce que on va en parler après ? Est-ce que c'est un restaurant ? Ça ressemble en fait tellement à tout, et puis en même temps, il n'y a pas d'autres exemples, justement. Dans quelle case on peut mettre ça, et on fonctionne quand même beaucoup comme ça. Un lieu de vie de territoire. Ouais. Alors, c'est un lieu de vie en territoire rural qui s'est donné un certain nombre d'objectifs, comme la défense du monde agricole, la préservation de l'eau, la préservation de l'énergie, la pédagogie auprès des enfants, auprès des adultes, le mixage des populations aussi. On va recevoir beaucoup de gens en situation de handicap, psychique, physique, mais aussi, je pense à nos anciens touchés d'Alzheimer. On va, j'espère en tout cas, leur permettre d'avoir ici des moments de bonheur, même si on ne retardera pas le développement de la maladie et autres. Donc, il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas de contradiction à gérer plusieurs objectifs. Voilà. On essaye de se faire, nous, la synthèse du regard qu'on a eu sur le monde et des problématiques qu'on rencontre. Est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul objectif, c'est celui de son bien-être, améliorer son bien-être ? Et que ça passe par l'alimentation, la nature, la reconnexion, la déconnexion des écrans. Ça en fait partie. Ça en fait partie, certainement. Après, chaque sujet, ou chaque élément de découverte ici, c'est un sujet à lui tout seul. L'eau, c'est un sujet, l'énergie, c'est un sujet, le monde paysan, l'industrie agroalimentaire sur le territoire sont des sujets. Ah, mais tu les as tous pris quand même. Et tu as tout mis dans les jardins de l'éveil. Parce que tu fais de la géothermie, parce que tu as fait de la photovoltaïque, parce que y a des projets en fait de compost. Il y a une certaine cohérence dans le regard qu'on a eu sur les choses. Et pour moi, tout est lié. On ne peut pas dissocier un sujet du reste. Tout est lié. Le fait de vouloir renouveler ou contribuer à renouveler le monde agricole sur le territoire, le fait de contribuer peut-être à la préservation des entreprises agroalimentaires, à leur développement sur le territoire, à contribuer à ce que des familles en vivent et autres, ça fait partie des sujets. La préservation de l'eau, la ressource en eau, la ressource en énergie, ça fait partie des sujets. Le fait de reconnecter les gens à la ruralité, à l'environnement. Et comment tu gères, par exemple, ici, l'eau ? Comment je gère ? L'eau, la ressource en eau, parce que c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique. Heureusement, je vais dire ça, qu'on est quand même en Bretagne, parce qu'on a un territoire qui est plutôt globalement abondamment
arroser. Même si, là, de manière immédiate, je serais content qu'il pleuve, mais on fonctionne en fait sur l'eau du réseau. Mais on a profité de la géothermie pour chauffer les bâtiments. Donc, on va chercher on fait des échanges, on récupère les calories du sol pour chauffer les bâtiments. On consomme beaucoup moins d'électricité qu'un système classique. Et on a profité des forages pour remonter de l'eau. Et cette eau-là nous sert pour les cuvettes dans les sanitaires, pour l'abreuvement des animaux. Ça nous sert aussi pour l'arrosage du sable et du manège pour maintenir quelque chose de confortable pour faire travailler les chevaux. La mare est alimentée par les eaux de pluie. On arrose avec le forage. Bref, on utilise le moins d'eau possible sur le réseau et on fait très très attention à notre consommation d'eau. Alors ça n'est pas parfait, il n'y a rien de parfait en ce bas monde, on essaye de tendre vers ce qui nous paraît plutôt pertinent, quoi. Ouais. De toute façon, vous avez ouvert quand ? Il y a 2 mois. Bon, c'est le tout début. Oui, on se donne tant pour l'électricité que pour l'eau. Quelques mois pour prendre du recul et il y aura sans doute des solutions complémentaires à mettre en œuvre, à imaginer pour être le plus en adéquation possible avec les valeurs qu'on porte par ailleurs. Et alors, c'est pas fini parce que donc on a parlé de l'aspect pédagogique avec les salles de classe. On a parlé également en fait du parc et de la visite du parc avec la balade pédagogique. Et tu complètes en fait cette offre ou ce projet avec un restaurant. Oui, donc je me suis installé comme agriculteur déjà pour pouvoir monter, pour pouvoir créer le site. Ouais. Et le restaurant est né de un peu la vision, la manière dont je voulais faire quelque chose avec les classes d'enfants. Donc le fait de le recevoir ici à la journée et de leur offrir la possibilité de déjeuner sur site, qui n'est d'ailleurs pas aujourd'hui même plus quelque chose d'offert, qui fait partie du programme pédagogique de la journée avec la découverte de la consommation d'un minimum de fruits et légumes dans la journée. Ça se passe comment ? C'est plutôt bien. Ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a des enfants qui nous disent c'est dommage que nos parents ne soient pas venus là pour voir comment on faisait la cuisine. Je le prends comme un encouragement. Ouais. Et cet investissement-là d'une cuisine professionnelle à destination des gamins nous a pratiquement imposé économiquement d'ouvrir une activité de restauration à destination du grand public. Et là, on peut venir ici déjeuner ou dîner le soir sans être obligé de passer par la billetterie du parc. Donc c'est sur le même site, mais l'accès au restaurant est complètement libre. Voilà, et ça vient contribuer à l'équilibre économique de l'ensemble du site, parce qu'on est sur des investissements qui sont très très conséquents. Donc en fait, on a 3 voies. C'est quoi les volumes à peu près là ? Joker, mais c'est très conséquent. On a 3 voies entre guillemets un peu de marge. On a l'apport via le fonds de dotation et l'association et ce que les gamins payent en venant ici. Ouais. C'est un des pôles. En fait, le fonds de dotation alimente l'association qui prend une partie des charges directes liées aux enfants et on facture vraiment la partie complémentaire. Donc les enfants viennent ici avec un coût qui n'est pas du tout représentatif du coût réel. Alors qui est prise en charge par l'établissement, la partie résiduelle. Oui. Ensuite, on a l'activité de restauration et le bar qu'on va ouvrir cet été, qui est un bar terrasse, qui est destiné en fait à ce que les gens avant la visite, puissent se rafraîchir. Et une billetterie, qui est le troisième sujet et qui s'appuie sur les entrées qui sont réalisées via les familles qui viennent visiter le site, les groupes et autres, et complétée par une petite activité de boutique. Donc un modèle économique qui reste pour nous à vérifier dans la durée. Ouais. Tu as souvent parlé du fonds de dotation. Oui. Comment il fonctionne ? C'est qui alimente, abonde C'est les entreprises du territoire. Ouais. C'est vraiment les entreprises du territoire, pour un certain nombre de gens, des gens que je connaissais. Des gens qui voient aussi dans ce qu'on a construit un élément important pour le territoire. Donc on peut avoir là-dedans des structures mutualistes, groupes coopératifs, industrie privée,
et entreprises du territoire dans d'autres domaines, notamment les gens qui sont intervenus ici sur l'ensemble des travaux qu'on a pu réaliser, qui sont laissés un peu porter par ce qu'on faisait, qui nous manifestent de cette façon-là à la fois leur intérêt et leur contribution à ce qu'on est en train de proposer, d'abord pour les enfants en termes de pédagogie, mais aussi pour l'intérêt que ça peut avoir en termes d'outils pour le territoire. Ouais, c'est des contributeurs directs oui. À l'activité pédagogique des Jardins de l'Éveil. Oui. Et parce qu'en réalité, les entreprises, encore une fois, du territoire sont impliquées dans le développement parce que, d'ailleurs, on l'a pas cité, mais on est entre Brest et Landerneau. Oui. On est à 10 minutes du rond-point de Pénarcleuse à Brest. Ouais. On est à 10 petites minutes de Landerneau et on est à 10 minutes de Landivisiau, sortie Saint-Onon, direction Créache-Quadic. Ouais, en plein cœur du Finistère. Tout à fait. Et on va bientôt finir cet entretien que je trouve passionnant et qui pourrait durer encore 3 ou 4 heures. Mais au début de notre échange, tu parlais du tourisme et tu parlais de la contribution aussi des Jardins de l'Éveil à un tourisme peut-être plus durable. Déjà, c'est quoi ta conception sur le sujet ? Déjà, c'est une amélioration parce que c'est un site supplémentaire de l'offre touristique pour le territoire. Et si on peut contribuer, nous, pour l'hôtellerie, restauration, autres animations sur le territoire, à ce que les gens qui viennent nous rendre visite l'été ou à d'autres moments de l'année passent un peu plus de temps, je suis très heureux de ça. Je suis très très heureux de ça. Ça n'était pas quelque chose. On n'a pas fait le site pour ça, mais on s'est rendu compte rapidement que ça pouvait avoir aussi, évidemment, ce supplément d'âme. Ouais, bien sûr. Et là, on enregistre dans les jardins des Jardins de l'Éveil. Alors c'est génial parce qu'on entend les oiseaux. Il y a un tracteur qui vient de passer. Donc on est vraiment en fait dans le cœur rural du Finistère. Et je trouve ça vraiment génial. Mais c'est là où tu vois en fait qu'un projet de cette envergure-là, en réalité, sa mission première éducative à destination des enfants, sa dimension économique, parce que ça fait aussi bouffer les entreprises de territoire. En réalité, il faut trouver en fait des entreprises, et je crois que tu les as trouvées plutôt locales. Oui. C'était quoi ta démarche sur D'abord des entreprises que pour un certain nombre d'entre elles je connaissais déjà, qui faisaient partie d'ailleurs pour une bonne partie de mes anciens clients, donc des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance. C'était une évidence pour moi que ça devait être des entreprises du territoire qui réalisaient l'essentiel des travaux. On a fait appel à des prestataires extérieurs pour des sujets qu'on ne pouvait pas trouver ici parce que leurs activités ne sont pas présentes sur le territoire. Donc l'essentiel a été fait par des gens d'ici, et je trouvais vraiment très bien, en lien aussi avec l'objectif du site, que ça soit des locaux qui réalisent ces travaux-là. Et j'étais très heureux de découvrir que les salariés de ces entreprises-là, à un moment donné, sont pris au jeu, et pour beaucoup de ces salariés-là, très fiers de travailler ici. Ça, c'est un encouragement formidable, la prise de conscience de ce qu'on était en train de réaliser, le pourquoi, le sens que ça avait, et l'importance de leur contribution, et d'une certaine façon, un peu leur fierté d'avoir contribué à la réalisation des Jardins de l'Éveil. Et c'était quoi l'émotion que tu as ressentie quand, après 4 ans de travaux, tu as ouvert les Jardins de l'Éveil et que tu as vu les premiers enfants Alors, pour être très sincère, j'en ai trop peu profité. Ouais. On est très concentré d'abord sur la réussite de la journée pour les enfants et pas suffisamment attentif à son propre bien-être. Alors, je vais quand même corriger le sujet. Là, ça fait plusieurs classes qu'on a reçues, et là, la dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir. On avait acquis un peu d'expérience, moins de stress, plus sûr quant à l'organisation de notre journée. Donc, j'ai vraiment savouré l'instant en regardant les sourires d'enfants, leur appropriation des sujets, leur compréhension de ce qu'on était en train de leur apporter, leur émotion avec la rencontre avec les animaux. Ça, c'est une vraie récompense.
beaucoup de joie. Et tu vois où les Jardins de l'Éveil dans 5 ou 10 ans? Même si tu viens à peine de commencer. Je suis au regret de te répondre que je n'y suis pas du tout. Voilà. On est conscient de ce qu'il nous reste à faire. Donc on apprend à faire tous les jours. On a des demandes extrêmement variées et qui nécessitent pour nous à chaque fois un peu de réflexion sur la manière dont on va faire les choses pour que les gens qui viennent ici soient pleinement satisfaits et le sentiment d'avoir passé un excellent moment avec nous. Ça, je peux imaginer que je pourrais me projeter. D'abord, on est ouvert depuis très peu de temps. Je pourrais me projeter peut-être d'ici 6, 8, 10 mois, 1 an. On qu'on aura appris un peu la dimension des activités du site, qu'on sera aussi plus serein, mais que là, forcément, on pourra commencer à se projeter. Est-ce que tu as un dernier message pour les personnes qui nous écoutent? Je les encourage à venir nous voir en leur glissant que le site correspond pour moi. J'avais 3 objectifs en disant il faut que ça soit beau, très sympa et que les gens partent d'ici en ayant appris quelque chose. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on est en passe de réussir ces 3 objectifs-là. Alors pour revenir à la question que tu posais précédemment, et après, il va se passer quoi? On a aussi conscience que dans la durée, il faudrait que le site évolue pour donner envie aux gens de venir nous voir d'abord et de revenir, puis de revenir à nouveau. Parole publique. Bon, petit clin d'œil, le parc est très sympa, il a pris beaucoup de dimensions et c'est vraiment une visite agréable à faire. J'en prends de plus en plus conscience, même quand on fait quelque chose, on se rend pas toujours compte sur le moment mais ça commence vraiment, la végétation est en train de prendre sa place, c'est très joli. Et on a en parallèle une très jolie table. Ouais. Merci Didier. Merci Fouad. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Nouveau récit.